Bonjour à tous. Né le 24 octobre 1949 à Coquitlam, au Canada, l'homme dont nous allons vous parler aujourd'hui est un tueur en série qui est un véritable boucher. C'est le cas de le dire. On va vous parler de Robert Pickton qui a été accusé d'avoir 27 victimes, mais lui en a reconnu 49 lors de son procès en disant qu'il n'a même pas réussi à en avoir 50. Seulement lors de la période de tous ces meurtres, il y a plus de 70 femmes qui ont disparu. Donc on vous donne ces chiffres-là, mais on ne peut pas être vraiment sûr de combien de femmes il a tué et plus, vous allez le comprendre au fil de la vidéo. Et comme d'habitude, si notre contenu vous plaît, que vous êtes content de nous retrouver pour une nouvelle vidéo tueur en série, ça faisait un moment, c'est la première vidéo du mois d'avril, on espère qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et de vous abonner juste en dessous. Et sans plus tarder, voici l'histoire d'un très gros boucher. Robert Pickton est un jeune homme qui a été élevé dans une ferme familiale près de Port Coquitlam, désolé pour la prononciation si ce n'est pas la bonne, Au Canada. Voilà, près de Vancouver. Ses parents, Léonard et Hélène Louise, eux, sont éleveurs de porcs. Les cochons, eux, sont laissés en liberté, ce qui fait qu'ils divaguent un petit peu partout, jusqu'à dans leur propre maison. Ce qui vaudra aux jeunes frères Pickton d'être à l'école vus comme des cochons puants. Et en grandissant, Robert, lui, va suivre une formation de boucher. Après la mort de ses parents dans les années 1970 et le départ de son frère et de sa sœur, Robert, lui, va reprendre la ferme et va vivre dans un petit mobil-home qui habite juste à côté. Et comme on vous l'a dit, Robert suivait une formation de boucher, donc dans cette ferme, il y avait un abattoir. Entre 1978 et 2002, Robert va tuer de nombreuses femmes, pour la plupart ce sont des toxicomanes ou des prostituées qui viennent d'un quartier délabré de Vancouver. Ce quartier s'appelle Downtown Eastside et Robert va attirer ces femmes chez lui pour leur tirer une balle dans la tête à chaque fois. Quand je dis chez lui, je parle de la ferme, pas de chez lui, mais vu que tout est connecté, je me mélange un peu. Puis il découpe ses victimes et les donne en pâture à ses cochons. Il va vendre leur chair à des clients, puis à des entreprises de cosmétiques pour le recyclage. Ensuite, il va également congeler les têtes de ses victimes. Sauf qu'un jour, il va subir une perquisition à son domicile, car les policiers, eux, sont à la recherche d'armes illégales. Et c'est vraiment par pur hasard qu'ils vont découvrir des restes humains dans son congélateur, et c'est à ce moment-là que l'affaire Pickton va démarrer en 2002. Le 22 février 2002, Robert Pickton a été arrêté et accusé pour 2 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Les 2 victimes s'appelaient Serena Adopsway et Mona Wilson et c'était que les premières d'une longue liste. 2 mois plus tard, le 2 avril, il y aura 3 nouveaux meurtres qui vont être ajoutés à ces chefs d'accusation. Une 6e victime va être découverte le 6 avril, donc ça va encore une fois de plus alourdir sa peine, et quelques jours plus tard, le 9 avril, encore une autre. Et comme on vous l'avait dit, c'est souvent des prostituées ou des toxicomanes. Le 20 septembre, 4 autres chefs d'accusation vont être ajoutés à cette liste pour de nouveau 4 faits de meurtre. Le 3 octobre, c'est encore 4 autres chefs d'accusation concernant des meurtres qui vont être ajoutés à la liste, qui commence à s'étaler à déjà 15 personnes. Et à ce moment-là, il s'agissait de la plus grande enquête concernant un tueur en série au Canada. Le 26 mai 2015, 12 autres personnes vont être vues comme victimes et ça va encore alourdir sa peine et montant le nombre total des victimes au premier degré à 27. Et les enquêteurs ne se sont pas arrêtés là puisque les fouilles vont continuer dans la ferme de Robert Pickton jusqu'en novembre 2003. D'ailleurs, à la fin de l'année 2003, il faut savoir que cette enquête avait un coût de 70 millions de dollars canadiens, ce qui est énorme, mais ils voulaient vraiment chercher partout pour retrouver le plus de victimes possible, étant donné qu'il y avait des morceaux de chair humaine un peu partout, qu'il y en avait dans le congélo, qu'il y avait des crânes enterrés, enfin bref, vous allez vite comprendre. À partir de 2015, la propriété, elle, va être clôturée sous privilège de la couronne du chef de la Colombie-Britannique. Entre-temps, tous les bâtiments de la propriété ont été démolis à l'exception d'une petite grange. L'analyse médico-légale, elle, s'est avérée vraiment difficile puisqu'il y avait des corps en décomposition, d'autres qui avaient été mangés par les insectes, par les cochons, donc c'était vraiment un travail difficile pour eux.
D'ailleurs, au début des fouilles, les anthropologues légistes ont amené plein de matériel, dont des tapis de sol, pour réussir à retrouver les restes humains qui étaient un petit peu partout en décomposition dans la propriété. Et le 10 mars 2004, le gouvernement a révélé que Picton avait certainement broyé de la chair humaine avec des porcs et l'avait vendue au public lorsqu'il exerçait sa fonction de boucher. Et donc les autorités sanitaires ont tout de suite émis une alerte pour que les gens qui avaient cette viande ou quoi que ce soit ne la mangent pas, car c'est un petit peu dégueulasse quand même. Et comme on vous l'a dit un petit peu avant, il y a une autre allégation qui a été faite, comme quoi il donnait directement le corps de ses victimes à ses cochons. Une enquête préliminaire, elle, a été effectuée dès l'année 2003. Cependant, le témoignage a été couvert par une interdiction de publication jusqu'en 2010. Lors de l'enquête, un des faits a été révélé concernant une tentative de meurtre envers une travailleuse du sexe. Cette femme, Lynn Esteter, en 1997, avait réussi à se défendre, dont le fait de poignarder Robert Picton à l'abdomen. Cette femme a témoigné durant l'enquête en expliquant que Robert l'avait amenée jusqu'à sa ferme et avait eu des relations sexuelles avec elle. Il y a eu une certaine altercation entre eux. Au final, il l'a lui poignardé à l'abdomen et elle a réussi à le repoignarder par derrière en tant que légitime défense. D'ailleurs, Picton avait même réussi à lui mettre une menotte à la main gauche et avait gardé la clé sur lui. Un petit peu plus tard, elle et Picton se sont retrouvés dans le même hôpital et c'est là que des infirmiers vont retrouver la clé des fameuses menottes dans la poche de Picton et vont pouvoir libérer le poignet de la jeune femme. Pour rappel, ceci s'est passé avant l'affaire des cochons, je vais l'appeler comme ça, et ça n'a pas eu suite étant donné que cette femme avait des problèmes de toxicomanie et elle a été jugée instable quant à ses accusations, donc Picton n'a pas été poursuivi pour ce qui s'est passé. Mais ce qui est important, c'est que les vêtements et les bottes que Picton portait le soir là avec cette fameuse femme ont été retenus par la police et cet ADN va servir pour l'histoire dont on vous parle. Ce n'est donc qu'en 2004 que les tests ADN vont pouvoir montrer que sur les affaires qui avaient été saisies à Robert en 1997, il y avait l'ADN de 2 femmes disparues. En 1998, selon le détective de la police de Vancouver, Lorimer Scheiner a donc appris qu'il y avait un appel depuis la ligne téléphonique de la police concernant Robert et qu'il fallait faire une enquête sur lui concernant les femmes disparues. En effet, suite à cet appel, en 1999, la police a été déjà avertie que Robert Picton avait un réfrigérateur et un congélateur remplis de chair humaine. D'ailleurs, bien que la police ait interrogé Picton à ce moment-là à propos des femmes disparues et que lui-même a dit « vous pouvez venir dans ma ferme, fouiller tout ce que vous voulez », la police n'avait pas mené d'enquête à ce moment-là, mais seulement en 2003 comme on vous l'a dit. Son procès va donc débuter le 30 janvier 2006. Il est accusé d'avoir tué 26 prostituées, mais lui reconnaît en avoir tué 49. Il va plaider non coupable à tous les chefs d'accusation, sauf pour un, il va simplement ne rien dire. Le juge, comme le prévoit la loi, va donc enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité concernant ce chef d'accusation. La Cour va d'ailleurs décider de répartir ce procès en plusieurs procès, étant donné que les accusations sont trop importantes et trop nombreuses pour un seul jury. Il y a 241 témoins qui vont venir témoigner pour ces procès et comme je vous l'ai dit, toute l'enquête coûtait déjà 70 millions de dollars canadiens et elle a été estimée à plus de 120 millions de dollars canadiens à la fin de celle-ci. Et c'est le 9 décembre 2007 qu'il va être reconnu coupable de 6 meurtres non prémédités, donc du second degré, sur 6 femmes prostituées et il va avoir une sentence de prison à perpétuité. Mais comme on vous l'a dit, lui a avoué 49 meurtres, d'ailleurs en disant que c'est dommage parce qu'il n'a même pas atteint les 50. Le 4 août 2010, la couronne de la Colombie-Britannique va dire que ça sert à rien d'aller sur les 20 autres chefs d'accusation, étant donné que il y a déjà ça qui s'est passé, et que surtout ce n'était pas dans l'intérêt public, et évidemment cette décision a été très dure à accepter pour les membres de la famille, enfin des familles des victimes. Le comportement criminel de Robert peut être examiné à travers la perspective sociologique féministe. Il y a de nombreux facteurs qui tout au long de la vie de Robert auraient pu favoriser à son caractère déviant. Son sentiment de domination masculine aurait pu le pousser à vouloir faire du mal au sexe opposé pour démontrer celui-ci. Ça l'aurait poussé à exprimer sa colère et sa supériorité devant les femmes.
Ce comportement inacceptable démontre un conflit entre les deux sexes, ce qui dénonce une théorie féministe sur l'oppression féminine elle-même. Tout au long de sa jeunesse, Robert a peut-être reçu de la négligence concernant les figures féminines, ce qui aurait pu jouer une certaine influence sur le comportement de ce tueur en série. Par exemple, l'affection hostile de la part de sa mère peut avoir amené Robert à étouffer sa colère, au point il a utilisé ses actes criminels comme une libération pour ses années plus âgées. Parce que ces actes pourraient être le reflet de ce que sa mère aurait pu lui faire subir consciemment ou inconsciemment, et donc il aurait voulu répéter ça en tuant des femmes et que des femmes. Voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo de Robert Pickton, qui est une des vidéos les plus dégueulasses qu'on a eu à faire, je pense. Au moins, grâce à lui, je n'ai plus faim. Mais j'espère que celle-ci vous a plu, puisque ça fait longtemps que nous n'avions pas parlé de tueurs en série. Et malgré que le fait que cette vidéo doit durer environ 15 minutes, croyez-moi, le mois d'avril va être très long parce qu'on en a fait que des courtes au mois de mars, donc là on essaye de se rattraper pour que ça plaise à tout le monde. Et si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires et à vous abonner. C'était Murders Explained et à mercredi.